Monsieur Redivo, Denis de Revido, qui est à ma gauche, qui est directeur de la plateforme Emploi Autonomie Lyon-Est et 1 à la page, donc. Florence Vertemar, éducatrice spécialisée SAVS de Meximieux. Et puis Alexandre Masseran. Masseran. Masseran, très bien. Chef de service, voilà. Et au milieu de nous, c'est notre grand témoin, c'est Catherine Courtois, voilà, qui, elle, a recours au service de la page. Et on est tous là devant vous pour évoquer un sujet délicat dans sa mise en œuvre, en tout cas, parce qu'il n'y a aucun sujet délicat, mais en tout cas au quotidien, et qui pose beaucoup de problématiques, à savoir l'accès aux soins des femmes en situation de handicap. Voilà. Alors, je vous laisse juge de qui a envie de commencer, et puis on fera circuler la parole, voilà, librement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. La page, c'est l'Association pour adultes jeunes handicapés. C'est une fédération nationale qui gère des établissements pour personnes en situation de handicap, tout âge de la vie, tout type de handicap, et qui essaye d'accompagner dans les actes de la vie quotidienne, dans les projets, dans les parcours des personnes, leurs ambitions, leurs choix. Pour faire assez court et simple, nous sommes présents donc dans l'Ain, avec des établissements sur Bourg-en-Bresse, essentiellement pour des enfants, mais aussi cet après-midi, vous aurez l'intervention de la plateforme de répit pour les aidants. Et nous sommes présents aussi à Meximieux. Donc pour camper juste le décor, quelques chiffres qui sont intéressants quand même à savoir, parce que quand déjà pour nous, l'accès à la santé, c'est pas toujours très évident. Pour une personne en situation de handicap et qui plus est aussi pour les femmes, c'est parfois double, voire triple peine. C'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Il y a à peu près en France 3 millions de personnes qui pourraient être mieux soignées. C'est des enquêtes de l'OMS. Vous avez 2 fois plus de personnes en situation de handicap qui sont exposées à des maladies telles que la dépression, le diabète, l'obésité, accidents vasculaires, etc. Une personne sur 2 en situation de handicap a des problèmes d'hygiène bucco-dentaire. Et vous avez aussi d'autres réalités spécifiquement pour les femmes. C'est tout ce qui est, mais on va en parler, Catherine en parlera, c'est tout ce qui est accès aux soins gynécologiques. J'évoque même pas la question de la maternité. Et puis, il y a aussi, pour les femmes en situation de handicap, elles sont 4 fois plus exposées que d'autres femmes aux violences conjugales et à toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Alors, quand on est dans un établissement, on a la chance d'être bien accompagné, surtout quand on y vit, qu'on y est hébergé. Mais quand on est chez soi à domicile, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais tout ça, je vais laisser Catherine nous parler de son expérience. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Catherine. Je suis suivie au SAVS. J'ai fait quelques questions à demander. Ben voilà, je vais commencer. Alors en fait, avec Catherine, on a pris un petit temps pour préparer cette journée. Et donc, il est ressorti plusieurs items. Le premier, c'est la prise de rendez-vous chez un médecin traitant ou spécialiste qui ne semble pas évident. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Catherine ? Accompagnement, rendez-vous médicaux, besoin d'être assuré avec ta présence d'un accompagnement. Quand tu prends tes rendez-vous, ça se passe comment ? Quand je prends mes rendez-vous, des fois, j'aime bien avoir quelqu'un à côté de moi parce que des fois, je suis un peu stressée. Et après, j'ai du mal à comprendre des fois parce qu'ils interviennent des mots qu'on ne sait pas trop comprendre. Ou des fois, je ne comprends pas trop, tout dépend ce que... Voilà. Et comment ça se passe quand tu veux prendre rendez-vous ? Tu prends rendez-vous par téléphone ou tu te mets sur les applis ? Oui, moi je prends rendez-vous par téléphone. C'est facile, c'est dur. Est-ce que tu as du mal des fois ? Non, j'ai pas trop, ça va à peu près. D'accord. Oui. Et du coup, quand tu prends rendez-vous, donc tu appelles le secrétariat ? Oui, j'appelle le secrétariat. D'accord. C'est facile d'avoir le secrétariat ou des fois tu as un petit peu du mal ? Des fois, j'ai du mal à les avoir, oui.
Des fois, je refais plusieurs numéros pour les avoir et j'arrive pas à les avoir. C'est un peu, des fois, je reste un jour sans les avoir et le lendemain, je les appelle. Et après, bon, ben, c'est bon, après, je les ai. Et du coup, effectivement, ce qu'on a mis en avant, c'est que Catherine n'utilisait pas du coup les plateformes, parce que l'Internet, c'est compliqué. Ouais. Donc, elle passe essentiellement par le secrétariat, avec des fois des difficultés à avoir les secrétaires. Ouais. Parce que Docteur Libre, j'arrive pas je sais pas, je sais pas faire quoi. Donc j'ai du mal sur les portables et puis ouais. C'est ça. On s'est rendu compte qu'une majorité de personnes qu'on accompagnait au service d'accompagnement à la vie sociale avaient beaucoup de difficultés avec les plateformes. Donc Catherine a la chance d'avoir la possibilité de pouvoir rebondir et d'appeler le secrétariat. Et du coup, au niveau des rendez-vous, donc tu disais que tu avais besoin qu'on soit avec toi pour comprendre des fois. C'est ça? Oui, mais oui. Tu es contente d'aller au rendez-vous? C'est compliqué? Ça te stresse? C'est un peu compliqué parce que des fois, ben, quand on va dans les grands hôpitaux comme Édouard Herriot ou tout ce qui est dans les grands hôpitaux, autrement, quand je vais à celle de Amberieu, ça va tout seul. Parce que c'est moins, il y a moins d'étages à monter, c'est tout, les services de médecine, c'est tout en bas. Tandis que dans les autres hôpitaux, il faut monter, il faut descendre, faut tout. Il y a des grands couloirs à passer et c'est un peu compliqué pour retrouver le rendez-vous avec quel médecin je vais. Donc voilà. Pardonnez-moi. Et entre votre domicile et l'établissement, vous faites comment? Le transport? Quand j'ai rendez-vous, des fois, je demande au SAV de m'accompagner. Ou alors, on me dit, prends le taxi, puis prends le taxi et va avec le taxi. Mais voilà, après, mais des fois, je préfère mieux avoir quelqu'un autour de moi parce que voilà quoi. Je suis plus assurée quoi. Le chauffeur de VSAV, vous tombez parfois sur des gens qui sont OK pour vous accompagner jusqu'à la porte du cabinet quand même. Pas tous, hein, puisque c'est à leur bon vouloir finalement. Mais des fois, il peut m'emmener quand ils ont le temps. Voilà. Évidemment. Quand ils n'ont pas le temps, non, tu prends le taxi et puis nous, on n'a pas le temps. Ou alors, ce qu'ils me font, j'ai le numéro de téléphone de SAVS. Le médecin peut les appeler, ce que je ne comprends pas, des trucs comme ça. Donc, il peut leur dire. Oui, il peut leur dire, il n'y a pas de souci. En complément des accompagnements aux soins, il y avait un aspect positif qu'on avait relevé quand on a préparé l'entretien. C'était l'accès au VSL. Il y a quand même un dispositif VSL qui est plutôt adapté. Et effectivement, ce n'est pas tant le rôle du SAVS que de conduire, de faire le taxi. Le SAVS va accompagner vers l'autonomie des personnes et l'accès au transport. Donc effectivement, nous on accompagne Catherine et tant d'autres à prendre des rendez-vous VSL, à accompagner pour ces rendez-vous, prendre le téléphone, décrocher le téléphone, appeler, consulter un médecin pour bénéficier d'une ordonnance et du coup bénéficier d'un VSL. Il me semble, Catherine, que pour les VSL, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Oui, ça va, oui. Ouais. Oui, je prends les rendez-vous, mes taxis, il n'y a pas de souci. Ils savent m'emmener. Même des fois, c'est même eux qui m'emmènent des fois dans les hôpitaux où le rendez-vous, il m'attend ou je les appelle, tout dépend ce que... Ils m'attendent dans la voiture, ils m'attendent dans la salle d'attente, ils m'attendent... tout dépend. Oui, c'est des chauffeurs au fil du temps que vous connaissez bien. Et là, c'est bien parce que là, à Meximieux, il y a des taxis. Il peut rester avec nous dans le cabinet du docteur aussi. Il peut rester avec nous si qu'on soit mieux, si on comprend, pour mieux comprendre quoi. Donc, il peut rester avec nous. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, pour l'accompagnement, alors effectivement, il y a une complétude d'accompagnement. Il y a effectivement l'accompagnement à la compréhension chez un médecin des termes employés qui ne sont pas toujours adaptés et accessibles. Donc effectivement, on peut, nous, mobiliser un éducateur avec l'accord de la personne accompagnée pour assister à cet entretien avec le bénéfice du VSL. Et effectivement, si la personne est en difficulté, nous, on se charge d'assurer le transport et d'être à côté de vous pendant l'entretien du médecin. Je rebondis, tu as parlé que c'était parfois compliqué de remplir certains papiers. Oui, il y a des dossiers à remplir parce que quand on rentre à l'hôpital, j'ai du mal à remplir tout le dossier et des fois, moi je demande au SAVS de m'aider parce que franchement, c'est un peu compliqué à gérer.
Et il me semble que ça te fait vivre un peu de stress. Oui, j'arrive pas, donc je demande au SAVS de m'aider, l'éducateur. Ok, et tu as parlé aussi, tu l'as redit dans la voiture, la mutuelle. Oui, alors moi j'ai une mutuelle que normalement, j'ai une nouvelle mutuelle parce que maintenant je suis à la retraite et j'ai demandé une autre mutuelle ailleurs et là j'en ai trouvé une, mais je ne sais pas si c'est tout, si c'est tout pris en charge. Moi ce que je voudrais c'est une mutuelle à 100%. Et c'est de mettre en service une mutuelle à 100% parce que déjà on a du mal à payer, on a du mal à comment à payer les services. Donc après, ça serait bien si on pourrait trouver une mutuelle à 100%. Et peut-être avoir plus de connaissances des mutuelles. Oui, voilà, ouais. Parce que moi, on ne sait pas tout, mais après, quand on a des aides, eh ben, on y arrive. Je vais vous rassurer, Madame Courtois. Tout ce que vous dites là, en fait, on est tous confrontés à la même chose. Le fait d'appeler sans cesse, de n'avoir personne au bout du fil, Oui. c'est également partagé par toute la population. Ouais, je sais, oui. Je pense que je suis aussi peu au fait que vous de ce que m'offre ma mutuelle aussi, sauf que la différence, c'est que peut-être que je gère mieux mon stress que vous pouvez le faire. Et c'est peut-être là la différence aussi, voilà, dans la manière de percevoir tout ça. Au final, en tout cas pour le moment, les difficultés que vous décrivez, je pense que tous, autant qu'on est, on pourrait les décrire de la même manière. Mais c'est intéressant, c'est vraiment, pardon, je me répète, mais c'est vraiment dans la perception que vous avez de ces difficultés que la différence se joue peut-être. Ouais. Après, ça a été compliqué aussi pour Catherine parce que du coup, en ayant arrêté le travail, du coup, elle n'avait plus la mutuelle du travail et elle n'a pas accès à tout ce qui est Internet pour pouvoir faire des recherches de mutuelles. Donc, elle a eu la chance que ce soit une mutuelle qui a appelé par hasard sur son numéro de téléphone. Ouais, il m'a appelé. Et bon, après, j'ai décroché. J'ai dit, écoutez, j'en cherche une de mon boulot parce que je suis à la retraite. Donc, ils m'ont bien conseillé, ils m'avaient bien expliqué. Donc, après, la preuve, je suis allée chez le dentiste hier, j'ai rien payé. J'ai pas avancé l'argent, quoi. C'était le hasard, mais vous êtes bien tombé. Ouais, oui, je crois que là, à mon avis, je dois avoir une bonne mutuelle, mais j'espère. Je touche du bois, mais voilà, quoi. Plus qu'une bonne mutuelle, une bonne étoile. Oui, oui, une bonne étoile, oui. Ce qui est très intéressant dans tous ces exemples, effectivement, je pense que nous sommes tous confrontés à la place qui est la nôtre, à des difficultés d'accès. Mais c'est vrai que pour des personnes qui ont une défiance intellectuelle ou une défiance parfois psychique, il y a toute la question de la compréhension, de l'accès à la complexité de ce qui est proposé. Alors aujourd'hui, le numérique fait beaucoup de bien, mais n'est pas accessible pour tout le monde. Il y a aussi derrière la gestion du stress, on parlait des rendez-vous, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a parfois aussi, on vient de parler du dentiste. Catherine, ça se passe plutôt bien, le dentiste. Ça va, oui. Mais nous avons des personnes pour qui la consultation médicale chez le dentiste ou certaines femmes que nous accompagnons chez le gynécologue est très très mal vécue parce qu'il y a quelque chose d'intrusif. Et ça, c'est absolument pas compris. Et ça nécessite aussi de la part des personnels soignants d'être davantage formés, de mieux comprendre ce qui se joue et de décoder aussi la différence qu'il peut y avoir entre, parfois c'est des gémissements pour certaines personnes parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer, qui sont liés à de l'angoisse ou peut-être un gémissement qui est lié à de la souffrance. Et ça, s'il n'y a pas un accompagnement à côté, s'il n'y a pas une personne de confiance ou des aidants, c'est compliqué. Donc cette accessibilité, elle doit encore faire du chemin. C'est qu'en plus, pour avoir des rendez-vous, il faut mettre longtemps pour avoir un rendez-vous dans les hôpitaux. Il faut compter 2 mois, 2 mois et demi. Donc, c'est comme chez le dentiste, j'ai attendu, mais là, je ne pouvais pas trop attendre parce qu'hier, j'avais hyper mal. Donc, je suis un peu en urgence chez le dentiste, quoi. Mais il y a un mois, à peu près un mois et demi, 2 mois d'attente dans les hôpitaux. Donc, D'ailleurs, j'en profite, tu parles du dentiste. Il me semble que tu as eu un rendez-vous en urgence, mais comment tu l'as géré du coup ton rendez-vous en urgence ? En fait, j'avais mon rendez-vous au mois d'octobre et après, j'ai eu pris mal aux dents en ce moment. Donc, je les ai appelés hier
Et ils m'ont donné carrément mon rendez-vous. Et il y a eu un désistement. Ça s'est désisté. Et en fait, j'ai pu avoir mon rendez-vous à ce jour, hier. Il me semble que dans la voiture, tu m'as dit que la dame t'avait dit qu'il fallait que tu viennes tout de suite, maintenant. Oui, alors moi, il me dit, ben, venez tout de suite, dépêchez-vous. Mais je dis, écoutez, ma pauvre dame, je peux à peine courir, mais d'ici dans 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, elle m'avait dit que c'était bon, voilà quoi. Vous y êtes allé à pied? Pardon? Vous y êtes allé à pied ou en voiture? Je suis allée à pied, non, parce que c'est à Meximus, c'est c'est juste à côté de chez moi, donc... Vraiment, c'était... Vous avez quand même de la chance. Oui, maman, voilà, comme elle dit, bah, venez tout de suite, comme ça, bah, il m'a donné ce qu'il fallait, donc voilà quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, certaines personnes accompagnées n'ont pas la chance d'être à proximité et de pouvoir se déplacer dans l'urgence sans assistance, quoi. Moi, c'est pareil, j'habite rue de la Gare. Pour faire des radios, il faut que je traverse la grande rue dangereuse de l'autre côté. Donc, c'est pas évident pour les rendez-vous. Des fois, là, maintenant, je peux plus marcher. Donc, je demande le taxi de m'emmener pour m'emmener dans le médical, donc à Meximus, où il est, quoi. Tout ce qui est radio. La maison de la santé. Oui, la maison de la santé, ouais. Tout ce qui est radio, tout ce qui est... voilà, quoi. Médecin. Ce que vous décrivez là, c'est ce que finalement, ça reste des facilités par rapport aux gens qui vivent dans des zones ultra-rurales. Pour le coup, vous êtes à Meximus, malgré tout, ça reste de l'autre côté de la rue ou à 10 minutes à pied. Ouais. J'imagine que les gens qui sont au cœur de la Dombe, dans des petits villages, ça doit être l'enfer. Ouais. Maintenant, ils ont fait quand même un petit quart. Ils ont fait un petit quart comme quoi en ville. Maintenant, il n'y a pas longtemps que ça a été fait au mois d'octobre. Et là, maintenant, on peut aller se rendre rendez-vous au groupe médicalisé qui est à Meximus. Pour pas aller à pied, quoi. Pour éviter de prendre le taxi, parce que prendre le taxi, ça coûte très cher, quoi. C'est une navette sur demande? Oui, à 2 €, à 2 €, donc rien à dire. Hein. Ah oui. Oui, effectivement, sur la commune de Meximus, il y a quand même une sensibilité. On travaille bien en lien avec la mairie et vient de se mettre en place un service à la demande qui s'étend sur un rayon de, je ne sais plus, 10, 15... Il y a 4 secteurs différents. Il y a le secteur de Meximus, il y a Amberieu-en-Bugey, notamment pour se rendre à l'hôpital. Il y a le secteur de Villieu, il y a de Lagnieu aussi. Voilà, il y a 4 secteurs différents. Je ne les sais pas par cœur, mais c'est ça. C'est 2 € le transport à la demande. Et voilà, c'est nouveau sur la commune. Et dis-moi, Catherine, quand tu reçois les courriers de dépistage, tu sais, on a parlé du dépistage du cancer. Oui. Tu arrives à gérer la prise de rendez-vous pour ces dépistages? Oui, ça va, oui. Je ne fais pas tous les dépistages parce que voilà, mais il y en a un que je ne fais pas trop parce que voilà quoi. Mais autrement, tout ce qui est dépistage, je le fais quand même. D'accord. Et tu reçois l'information par courrier? Oui, par la sécurité sociale qui m'envoie le courrier pour le faire exactement le dépistage. Ok, on a mis en avant qu'effectivement Catherine reçoit les courriers, qu'elle ne comprend pas forcément tout ce qui est marqué, mais que l'essentiel est compris, et que certaines personnes accompagnées, pour elles, pour le coup, n'arrivent pas du tout à comprendre le contenu, et généralement ça finit à la poubelle parce que du coup, il y a des difficultés de lecture, des difficultés de compréhension. Des fois, j'y vais pas, mais maintenant, j'essaie d'y aller maintenant, parce qu'avec le cancer, avec les cancers des femmes, tout ça, donc ça fait un peu... c'est quand même grave, quoi. Et donc, Catherine, elle a la chance, effectivement, de quand même avoir un niveau de compréhension qui lui permet de répondre. Mais d'autres personnes qui ne peuvent pas le gérer, si elles ne sont pas dans un établissement médico-social, passent complètement au travers. Et ensuite, il y a d'autres dépistages. Hein, même, on peut reprendre l'exemple, même pour nous, ce n'est pas toujours très simple quand... on a un certain âge, on reçoit donc les petites enveloppes pour le cancer colorectal, etc. Il faut pouvoir décoder, comprendre ce qu'il faut faire, etc. Donc pour une personne en situation de handicap, c'est très compliqué. Si elle n'est pas accompagnée, elle n'y arrive pas. Donc ça, c'est vraiment ça rejoint un peu la question de l'équité, qui est un des enjeux de l'accès à la santé. Comment rendre accessible en milieu rural. Alors, il y a des initiatives qui sont intéressantes. L'an dernier, on a eu une démonstration ici d'une cabine de consultation. J'ai pu aller dedans, j'ai réussi à peu près à me débrouiller. Une personne en situation de handicap, elle n'y arrivera pas.
hein. Elle a besoin d'un médecin. Alors je sais qu'heureusement que le département de l'Ain fait ce qu'il faut pour recruter des médecins. Il nous en a encore parlé récemment. Voilà, mais c'est bien expliqué toute cette complexité qui fait partie du quotidien de nombreuses personnes que nous accompagnons, hein. Il y a un accès direct entre vous? C'est-à-dire que madame peut vous appeler Oui, quand elle a elle le. veut, j'allais dire jour et nuit, je sais Ben, pas. c'est mais- ça, et le service, le SAVS de Meximieux est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc du coup, il y a une permanence téléphonique tout le temps, toute la journée. Ce qui fait qu'effectivement, toutes les personnes accompagnées peuvent alerter ou interpeller le service assez facilement. Quand ça marche aussi, j'ai des fois, le téléphone fixe, il pas les avoir, et bah, Oui. ça va être bonheur. Hein. C'est vrai qu'on a changé de système de téléphonie, donc ça a été un petit peu périlleux. Chaotique. Ah oui, d'accord, d'accord. Est-ce que madame vous appelle souvent? Non. Non. Non, bah que Je les app- généralement c'est jours. pour vos suivis. En fait, je les appelle souvent parce que bon, ben, je suis en train de faire monter des dossiers. J'ai un changement d'appartement. Après, il y avait la retraite. J'ai beaucoup interpellés pour l'instant. Mais après, ça va se calmer. J'aurais pu moins les appeler, quoi. Et c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a un soutien au-delà de ces problématiques purement sanitaires et tout ce qui est le reste de la vie. C'est ça, tout ce qui est du quotidien de la vie sociale en fait. Et effectivement, Catherine a une période un peu plus prenante là en ce moment parce qu'elle a la retraite qui est arrivée, donc il y avait beaucoup de choses à faire et les dossiers retraite sont très compliqués. Oui. J'étais tellement stressée que ça va. Voilà. Pareil, C'est c'est ça. ce qu'on disait tout à l'heure, pareil. Parce que- Ça stresse tout le monde, hein. Oui, C'est parce ça. que des fois, il manque des papiers. Les papiers, les fiches de paye, eh ben, depuis des années que j'ai travaillé, ben, je les avais plus. J'avais que celles de l'ESAT. Et puis, voilà, quoi. Donc Vous avez après, fini bon, ils ont votre- tout, de toute façon. Vous avez fini votre carrière à l'ESAT, c'est ce que vous disiez, c'est ça? Oui, Ouais. et ben, j'ai fini le 1er juillet. Et je D'accord. suis retraitée. Elle fait apprend la vie de bizarre, mais bon. retraité. Ouais. D'accord. Après, effectivement, les liens sont importants. Et dans ces liens-là, nous nous efforçons aussi et c'est important aussi dans l'accès à la santé, de veiller à ce que la personne qui est concernée soit vraiment, sa parole soit prise en compte dans la prise de décision. Ça aussi, on fait beaucoup de chemin sur cette réflexion-là. On sort d'une culture d'accompagnement où on avait plutôt tendance à penser pour plutôt que penser avec. Et aujourd'hui aussi dans la santé, c'est important et c'est pour ça que dans l'accompagnement, dans des rendez-vous médicaux, il est important d'accompagner aussi les personnes pour qu'elles puissent dire ben moi ça me fait peur, j'ai pas envie, ça je le souhaite, ben, le cancer c'est important pour moi, je veux être dépisté et leur donner cet espace de parole. Mais il faut aussi qu'en face les professionnels soient formés pour recueillir cet espace de parole parce que c'est pas toujours facile, surtout quand les personnes n'ont pas accès facilement à la parole. Mhm. Parce que des fois, elles s'expriment par des gestes, par des images. Donc c'est important aussi de savoir comment accompagner pour recueillir cette expression-là. Vous êtes chef de service, monsieur. Oui. Vous suivez combien de personnes comme madame? Alors, en file active, on suit entre 110 et 120 personnes sur 2 territoires, donc la côtière Pays-de-Gex et Ferney-Voltaire. Donc, Ah oui, voilà. c'est le grand écart Oui, territorialement. oui, hein. effectivement. Ah oui. Et on est aussi, on subit, hein, comme beaucoup de services et beaucoup de citoyens, les déserts médicaux. Hein. C'est accentué sur le Pays-de-Gex. On a beaucoup de mal à trouver des médecins traitants, et d'autant plus les personnes qui sont isolées et en situation de handicap, qui ont vraiment besoin des services sociaux et services médico-sociaux du coup pour l'accompagnement. Et nous, on n'a pas forcément les clés tout le temps. Hein. Voilà. Donc, Sans médecin traitant, par exemple, vous n'avez pas d'interlocuteur direct. Comment vous faites? Bah, c'est un petit peu compliqué, hein. C'est ce qui se passe sur Ferney-Voltaire, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont plus de médecin traitant. Eh oui. Et donc du coup, bah, c'est un petit peu compliqué. Alors on a la visio hein, pour Mhm. les rendez-vous médicaux, mais qui ne fonctionne pas pour la majorité des personnes accompagnées qu'on accompagne. Et donc du coup, des fois, on se voit faire beaucoup de routes à les accompagner. Ouais. Et donc du coup, on leur enlève de l'autonomie, puisque du coup, ils sont obligés de compter sur nous pour pouvoir accéder à ces services de santé qui sont très loin. On va à contre-courant de ce que disait monsieur à l'instant, c'est que vous aviez la volonté de passer
de la tutelle, entre guillemets, à l'accompagnement. Et parfois, du coup, vous n'avez d'autre choix que de rentrer de nouveau dans ce jeu très, très proactif, très, très passif pour la personne, du coup. Après, Madame Courtois est quelqu'un d'expressif, qui aime s'exprimer et surtout qui peut s'exprimer. Oui. Vous avez affaire, j'imagine, sur la centaine, en gros, de personnes que vous suivez, à des gens qui sont complètement dans l'incapacité totale de s'exprimer. Et là, du coup, quasi impossibilité de recueillir leur volonté. Comment ça se passe pour vous et comment ça se passe vis-à-vis des professionnels de santé auxquels ils sont amenés à avoir affaire. Alors, j'ai envie de dire que le travail d'éducateur, Florence, vous allez pouvoir expliquer, là, c'est vraiment l'expertise. Hein. Quand on est éducateur spécialisé, ça veut dire ça. L'éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui c'est un vrai couteau suisse et qui va se servir de tous les partenaires, tout le réseau possible et imaginable. Donc, charge à lui aussi d'aller toquer aux portes, d'aller se mettre en lien avec les services de soins, les services psycho, les services d'aide sociaux, etc. Moi, j'ai pour exemple d'un jeune qui est sourd et muet sur le PageX. On a effectivement, merci encore Florence et merci vos collègues. On trouve des logiciels, on trouve des partenaires qui sont experts, qui développent des logiciels effectivement, et on a aussi des experts en communication. Bon, après, ça demande des gros déplacements. On va jusqu'à Bourg-en-Bresse pour élaborer un projet personnalisé de la personne, parce que on n'est pas formé au langage des signes. Voilà. Donc, nous, SAVS, voilà, on va aller chercher tous les dispositifs possibles, alors dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'accès à la culture, l'accès à la scolarité, l'accès à la formation professionnelle. On essaie d'élargir un maximum notre réseau pour répondre aux besoins de la personne et qu'elle puisse à terme se débrouiller en toute autonomie. Après, on travaille aussi sur l'échange et le contact. Et là, il y a aujourd'hui des expérimentations qui se développent, qui sont intéressantes. Par exemple, chaque année, alors on n'a pas encore fait sur Meximieux, mais moi je dirige d'autres établissements. On a des médecins qui sont en cursus de formation, qui viennent maintenant faire des stages dans nos établissements, qui viennent passer 2 jours, c'est déjà ça, mais qui sont immergés au milieu d'un foyer d'accueil médicalisé et qui sont en contact direct avec des personnes en situation de handicap qui ont beaucoup moins d'autonomie que Catherine. Donc ça, c'est déjà une vraie expérience. De la même manière, il y a des outils qui se développent. Par exemple, si vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé, vous pouvez taper BD Santé, et c'est à la fois pratique pour les soignants, mais avant tout aussi pour les personnes accompagnées. Ça s'est beaucoup développé avec le Covid pour expliquer les risques, les pathologies qu'il peut y avoir. Et c'est du dessin, donc c'est accessible. Les éducateurs peuvent s'en servir pour réexpliquer. Donc il y a des choses vraiment qui se mettent en place. De la même manière, il y a aussi à certains endroits des équipes de soutien qui se sont installées et qui sont à disposition, par exemple dans les services d'urgence. Parce que les urgences, souvent, il y a le stress de devoir agir rapidement quand on est soignant. On n'est pas forcément toujours préparé à accueillir une personne qui est en situation de handicap et qui est très angoissée. Donc il y a des équipes qui existent maintenant, qui sont là pour intervenir plus rapidement, limiter l'attente et accompagner aussi. Donc il y a des choses qui se mettent en place qui sont intéressantes. Sur la gestion de la douleur, il y a des travaux de recherche qui sont menés notamment sur Lyon aussi, qu'on utilise dans nos établissements, avec des grilles de compréhension de la douleur qui sont basées sur l'observation. Donc la personne ne peut pas parler, mais on apprend à identifier. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, qui permettent d'améliorer, mais c'est vrai que le chemin est encore assez long, et surtout quand on est en milieu rural, on a d'autres freins avant de pouvoir accéder à la santé. On est sur la thématique de la femme et sa santé. Je voudrais qu'on y revienne dans le cadre, dans ce périmètre des femmes en situation de handicap. Je pense aux femmes qui sont lourdement handicapées physiquement, qui sont alitées par exemple, ou qui sont en fauteuil, pour avoir une consultation gynécologique quel que soit l'âge, parce que quand on est femme, on va voir un gynécologue potentiellement jusqu'à la fin de sa vie. Vous confirmez que c'est la croix et la bannière pour trouver un gynécologue qui accepte d'accueillir dans son cabinet ou en milieu hospitalier une femme à mobilité réduite, à minima en fauteuil.
je ne vous parle même pas des femmes alitées, il est hors de question d'envisager une visite à domicile dans ce cadre-là. Ça, c'est quand même, c'est une difficulté, ça. Bah, effectivement, en plus, les 3/4 des cabinets gynéco ne sont pas étudiés pour aider à mobiliser la personne qui est en fauteuil. Je ne crois pas avoir vu déjà un cabinet médical avec des rails au plafond. Donc, du coup, installer une personne sur une table d'auscultation, c'est compliqué quand il n'y a pas le matériel. Et en plus de ça, Catherine, je crois que tu en as parlé, hein, que ça peut être délicat, que c'est un sujet délicat et que c'est de l'intimité, on rentre dans de l'intimité. Et du coup, une personne qui a déjà des facilités de compréhension comme Catherine trouve déjà ça délicat. Donc, une personne avec encore moins de compréhension va avoir beaucoup de mal à faire un suivi, voire même peut-être ne va pas vouloir faire de suivi tout court. Parce que du coup, c'est pas facile de comprendre ce qui va se passer et encore moins de le vivre, quoi. Et en complément de ce que vous dites, Florence, il y a au-delà du handicap physique, moi j'ai en tête aussi les femmes qui souffrent, qui présentent des troubles du spectre autistique, où effectivement un examen gynécologique ou un examen dentaire, c'est vraiment une intrusion dans l'espace psychique, et ça peut être très violent. C'est vrai que les professionnels de la santé ne sont pas forcément formés, et ça nécessite effectivement des adaptations qui existent en partie, et un accompagnement spécifique. Ouais. Parce que il y a même des consultations qui sont mieux tarifées parce qu'on sait qu'il y a besoin en amont de faire tout un temps d'apprivoisement avant de pouvoir poser un geste médical. Et ça, maintenant, aujourd'hui, c'est accepté, c'est bien identifié. Mais tous les praticiens ne le font pas forcément parce que ils ont une clientèle qui est énorme, ils sont pas assez nombreux. Question de gestion du temps, de la rentabilité, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Hein. On a dépassé notre horaire, malheureusement. Ça va vite, hein. Mais c'était vraiment intéressant. On vous laisse conclure. Je me permettrai de vous appeler Catherine. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'issue? C'est intéressant que vous ayez partagé votre expérience, puis vous êtes quelqu'un d'attachant, donc c'était super de Merci de vous beaucoup. l'avoir. Ben, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Après ça, normalement, on n'a rien à dire. Ben, je sais pas quoi dire. Ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais je trouve que c'est pas mal. Là, ce qu'on a dit, on a bien parlé, c'était très bien. Et puis voilà. Vous avez dit tout ce que vous vouliez dire, tout ce qu'il y a écrit sur la feuille. Mais je crois, je sais... Oui, Oui, c'est bon. tout bon. Oui. Ouais. Bon, on peut conclure alors. Voilà, oui, tout Très à bien. fait. Si quelqu'un a une question dans le public, n'hésitez pas. Il n'y a pas un public nombreux, mais il est captivé, donc il a peut-être une question à poser. Bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci. C'était intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.